Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de New World Soir. Bienvenue dans le décryptage en ce début de semaine. L'actualité est largement marquée par la situation au Niger. Nous en parlons avec notre invité Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Alors aujourd'hui, nous parlons de la CEDEAO qui donne un ultimatum d'une semaine au Niger et n'exclut pas un recours à la force. Lors de sa réunion ce dimanche à Abuja pour plancher sur la situation au Niger, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé de donner un ultimatum d'une semaine au Niger pour un retour à l'ordre constitutionnel. La CEDEAO n'exclut pas aussi une intervention forcée ou bien une intervention militaire. On aura le temps de mieux parler de cette situation, mais que dites-vous des sanctions prises par la CEDEAO contre le Niger dans cette affaire de coup d'État? Mais cette fois-ci, la CEDEAO est allée très vite, contrairement à ce qu'on a vu à chaque fois. On a envoyé d'abord une délégation aller discuter avec les putschistes pour les amener à prendre un certain nombre d'engagements. C'est en cas de résistance qu'on voyait un certain nombre de sanctions, à part ce que j'appelle les sanctions standards, vous êtes suspendu, etc. Mais ici, quand vous regardez, la CEDEAO est allée très vite et la CEDEAO est allée très fort. C'est-à-dire on n'a même pas attendu que les Nigériens réagissent en disant nous allons rendre le pouvoir dans 4 mois ou bien même dans 3 mois, mais immédiatement les sanctions sont tombées, elles sont nombreuses, elles sont fortes, surtout celles qui touchent à l'économie, alors que le Niger, pour ceux qui le connaissent très bien, est un pays complètement enclavé qui n'a pas accès à la mer. Le Niger est également un pays qui est très fortement dépendant du Nigeria. D'ailleurs, même en termes d'accès à la mer, le Niger n'hésite pas à aller jusqu'au Bénin, jusqu'au Togo pour pouvoir accéder à la mer également. Mais vous imaginez si ce pays-là, en difficulté sur le plan économique, malgré ses richesses, parce qu'on ne regarde pas un pays par ses richesses, on regarde ce qu'on en a fait. Parce que quand on n'en a rien fait, le pays est riche, n'a aucun sens, quand on ne parvient pas à en profiter. Un pays dépendant, quand on le sanctionne, les résultats sont immédiats. Et vous avez vu la stratégie qu'ils ont utilisée également. Ils ont des sanctions avec effet immédiat. Oui. Mais ça veut dire que en termes de ravitaillement, en termes de tout un ensemble de choses, parce que malheureusement, on connaît nos pays. C'est ça la réalité de nos pays. Il n'y a pas de stock de sécurité, il n'y a pas de prévention par rapport à des catastrophes, rien du tout. Dès qu'on a des problèmes, on appelle au secours. Mais ce qui va arriver au Niger, c'est que c'est comme si une catastrophe arrivait d'un seul coup. Le peu de ressources existant à l'intérieur du pays, vous allez voir, très rapidement, va se retrouver en situation de manque si la sanction perdure. Et malheureusement, on mettra en mal ces gérants parce qu'on va dire c'est vous qui êtes responsable de ça. Mais comme d'habitude, quand on a des sanctions sur un pays, les populations également vont payer et souvent elles payent même le prix fort. Alors, quel sera l'impact de ces sanctions sur le Niger à moyen terme et à long terme si la situation ne changeait pas? Ben, l'impact pourra être terrible. D'un point de vue énergétique, par exemple, puisqu'il parle de sanctions également sur ces Oui. questions, le Niger dépend en partie du Nigeria. Si le Nigeria, surtout, applique véritablement les sanctions, ça va jouer sur l'économie du Nigeria. Mais ça Du va jouer Niger? fortement Ok. sur le Niger. Rappelez-vous, quand la frontière du Nigeria a été fermée par rapport au Bénin, ce qui s'est passé. Ici, ça sera pire. Parce que le Bénin dépendait moins du Nigeria. C'est le Nigeria qui avait voulu protéger un certain nombre de choses à l'intérieur de son pays. La frontière a été fermée de façon stratégique. Alors que ici, la fermeture va créer de véritables problèmes. Pour ceux qui connaissent bien le Niger et le Nigeria, vous avez des familles de part et d'autre. Ça veut dire que quand vous coupez les ponts comme ils l'ont fait d'un coup, fermer les frontières de toutes parts, ça va poser problème. Maintenant, le Niger pourrait éventuellement respirer à travers l'Algérie, parce que le Niger a une frontière avec l'Algérie. Oui. Bon, la Libye, ce n'est pas la peine d'en parler. Je ne vois pas quel État organisé se trouve en Libye pour aider le Niger à faire quoi que ce soit. Ou bien le Niger pourra respirer peut-être par le Mali, par le Burkina, mais qui sont déjà sous sanctions et je ne vois pas grand-chose que ces deux pays peuvent apporter au Niger, à part une coopération sur le plan militaire dans la lutte contre le terrorisme, parce que ces pays ont encore des problèmes à régler avec des populations déplacées internes que l'État a encore du mal à prendre en charge correctement. C'est des organismes internationaux qui sont là, qui apportent également un soutien à ces populations. Donc, même avec de la volonté, il n'est pas évident que
que ces pays soient en mesure de faire quelque chose, sauf s'ils utilisent le blé qui va arriver de Russie, et ce n'est pas dans les semaines à venir pour en donner au Niger. Ça veut dire que les sanctions peuvent prendre si les pays concernés appliquent la sanction. Parce que le Niger aurait pu chercher une sortie par l'Algérie, mais bon, le chemin de l'Algérie n'est pas un chemin qui va permettre au Niger de pouvoir résoudre ses problèmes. Alors, les sanctions sont essentiellement des sanctions économiques. Au niveau économique, comment expliquer dans des termes plus simples, qu'est-ce qu'on impose aujourd'hui au Niger? Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on prend comme sanction au Niger, dans des termes plus clairs? En fait, quand ils disent par exemple qu'on ferme les frontières, avec le Mali, on avait fait exception à un certain nombre de choses. Oui. Si vous voyez ici, ils ont précisé. Chou. Ça pose déjà un problème en termes de ravitaillement. Puisque je disais que le Niger n'a pas accès à la mer. Ouais. Ben, si le Niger n'a pas un stock extrêmement important, avec la façon dont on consomme dans nos pays, mais en une semaine, vous vous retrouvez avec des produits en manque. Mais le premier résultat quand les produits manquent, c'est l'augmentation des prix. Avec le Nigeria et l'énergie, si on commence à ne pas avoir assez d'électricité pour fournir aux populations, c'est bonjour les délestages. C'est vrai que c'est les populations qui vont subir, mais ça risque de se traduire à un certain moment par une sorte de ras-le-bol également de la part de ces populations. Et certainement, ça fait partie de ce que les sanctions cherchent. Et donc, l'objectif, c'est de susciter un ras-le-bol de la population pour qu'elle se révolte contre les dirigeants militaires aujourd'hui. Qu'elle se révolte, ce n'est pas évident. Ça dépendra de comment les populations vont prendre les sanctions. Si vous regardez après le coup d'État, on est en train de revoir le film du Mali, le film du Burkina. Quand j'ai passé mon temps à regarder la télévision nigérienne, vous voyez des organisations de la société civile qui naissent subitement, qui disent qu'ils supportent les putschistes, mais tout le monde connaît cet opportunisme à l'africain qui consiste à venir profiter d'une situation où quand vous écoutez le gars parler, il n'y a rien dans son discours. Il y en a même une dame qui disait « la patrie ou la mort nous vaincront ». Je me demandais, mais est-ce qu'il ne se trompe pas de Burkina, cette dame-là, en donnant son slogan. Bon, tout ça pour dire que il faut qu'il existe à l'intérieur du Niger quelque chose de suffisamment solide pour permettre au Niger de supporter les pressions, mais il faut qu'il existe chez les Nigériens eux-mêmes, parce qu'ils vont subir les sanctions, une détermination forte leur amenant à faire ce que Sékou Touré avait dit. Accepter la difficulté, accepter la pauvreté, et s'ils considèrent que ceux qui ont fait le coup d'État ont raison, les supporter dans la difficulté. En l'état actuel des choses, est-ce que cela est possible que les Nigériens supportent les auteurs de ce coup d'État à toute épreuve? À toute épreuve, je ne crois pas. Vous ne le verrez nulle part. Quand les populations supportent, il y a une limite. Allez au Mali actuellement, allez au Burkina, malgré que les gens supportent le gouvernement, vous avez de plus en plus des critiques. Puisque comme je l'ai toujours dit sur ce plateau, une transition n'a pas pour vocation à durer. Parce que quand vous durez, vous ne gérez plus de la transition, vous allez devoir gérer tous les problèmes du pays, alors que nos pays, il n'y a que des problèmes. Vous voyez là-bas, actuellement, il y a de la contestation de plus en plus. Même quand les gens contestent, ils disent on n'est pas contre le pouvoir, mais ils contestent contre un certain nombre de situations qui sont des situations difficiles que les populations sont en train de vivre. Le Niger ne pourra pas faire exception à la matière, d'autant que le Niger, avec les perspectives, les pronostics de l'Organisation des Nations Unies sur les questions de population en difficulté en matière d'alimentation et autres, le Niger en fait déjà partie avant qu'on ne parle de coup d'État. Ce qui veut dire que si la situation s'aggrave avec parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les sanctions également de certains organismes internationaux qui décident de couper les ponts, ça va créer des problèmes. Vous parlez tout à l'heure de qu'est-ce que ça fait concrètement. Nos pays vivent d'aides budgétaires, de ceci, de cela. Kadhafi a payé plusieurs fois des salaires dans nos pays. Pour dire comment nous ne sommes pas véritablement des pays solides. Ce sont véritablement des pays fragiles. Le Niger a déjà connu ces questions de non-paiement de salaire. Et les gens savent comment les gens se sont débrouillés et comment la relation avec le Nigeria avait marché à l'époque pour que les gens puissent se débrouiller pour vivre autrement que par le salaire. Donc, vous avez tous ces éléments qui peuvent arriver. Mais bon, puisque les gens disent qu'ils interviennent peut-être dans une semaine, est-ce qu'ils vont attendre tout cela?
Alors, et justement, vous évoquez la durée qui est donnée, c'est une semaine. Pourquoi avoir donné une semaine au Niger pour entrer dans l'autre quand on sait que une semaine, c'est juste quelques jours? Ben, je me dis que c'est une façon pour la CEDEAO de montrer de la détermination. Est-ce que c'est juste de la détermination stratégique pour que on mette un peu les gens sous l'effet de la surprise d'abord et qu'on ne leur donne pas le temps de s'organiser? Parce qu'une semaine, c'est effectivement extrêmement juste pour rendre le pouvoir. Mais en fonction de la pression exercée, les gens vont réfléchir. Ça sera une semaine, mais les gens vont réfléchir, mais ça les empêche de dérouler ce qu'ils avaient prévu pour un coup d'État que moi je considère comme un coup d'État surprise. Je ne crois pas que ça va être le énième coup d'État en Afrique qui est parti d'une banalité, parce qu'il faut avoir le courage de dire les choses comme elles sont. Un fonctionnaire qu'on va enlever de son poste et qui veut rester à son poste, ce n'est pas une cause pour faire un coup d'État. Ça, c'est ce qui est dit dans le couloir. Est-ce que c'est réellement la seule et unique raison qui a poussé les putschistes à arriver Ce n'est jusque-là? pas ce qui est dit dans le couloir, c'était connu déjà, puisqu'il y avait déjà des difficultés entre lui et le président Bazoum. Oui, mais lui n'a pas avancé cela comme raison. Ah si, ils vont pas donner une telle raison parce que ça serait quand même assez ridicule de leur part, mais le chef d'état-major général des armées s'est félicité du fait que le Niger est en train de faire des choses importantes en matière de lutte contre le terrorisme. C'était quelques jours avant le coup d'État. Et Et donc, il lui, n'est il est pas venu dire normal qu'on vienne dire le le contraire. contraire. Qui a raison? Je ne saurais le dire. En tout cas, c'est pour dire qu'en fait, on ne prend pas ce qu'on nous donne comme argent comptant. La question de la corruption dont tu parles, il y en a dans tous nos pays. S'il faut faire coup d'État parce qu'il y a corruption, je me demande si on ne va pas en faire aux États-Unis même parce qu'il y a corruption également au niveau des États-Unis. Pour moi, ce n'est pas des arguments. Le coup d'État, il n'y a pas de raison pour faire un coup d'État. C'est cette vérité-là qu'il faut que les gens acceptent. Et surtout quand on le fait de la sorte, où de plus en plus tu te rends compte que les gens font leur coup d'État, ils n'ont rien préparé. C'est après le coup maintenant qu'on essaie de voir comment on va s'organiser. Ça fait traîner inutilement les choses. Ça nous ramène en arrière pour absolument rien parce que des coups d'État qui ont permis à des pays africains de s'en sortir, on ne les compte même pas avec les doigts d'une seule main. Je ne parle même pas des deux mains. Donc, il ne faut pas qu'on nous fasse croire que la solution, c'est le coup d'État parce que dans ces conditions, si la CEDEAO s'organise pour faire un coup d'État également, bon, il faut applaudir. Vous voyez comment ça va devenir ridicule que la CEDEAO s'organise pour voir des militaires nigériens qui sont prêts eux aussi à faire un coup d'État. On fait un coup d'État, on renverse encore un coup d'État et puis vous aurez encore des gens pour sortir pour applaudir les coups d'État. Non, n'encourageons pas les coups d'État. Ce n'est pas la voie qu'il faut aux pays africains au moment où nous sommes. La CEDEAO n'exclut pas l'usage de la force et si ces sanctions ou bien sa demande de retour à l'ordre constitutionnel et de libération du président Bazoum qui doit être rétabli dans ses fonctions n'est pas observée au niveau du Niger. Pensez-vous qu'un rétropédalage d'abord est possible au Niger? C'est tout à fait possible, c'est du déjà vu. Diendéré a fait son coup d'État au Burkina, il a reculé. En Gambie, ce n'était pas un coup d'État. Quand Diamé a voulu persister, il a reculé. En Sierra Leone, c'est le Nigeria qui avait pris le devant avec Sani Abacha. Ouais. Donc, il ne faut pas qu'on fasse comme si c'est du jamais vu. C'est du déjà vu. Maintenant, est-ce que la CEDEAO montre ses crocs seulement? Ou bien la CEDEAO va mordre, comme l'a dit le président actuel de la CEDEAO? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, si la CEDEAO est déterminée à descendre sur le Niger avec des forces armées, ce que moi je ne souhaite pas pour les populations nigériennes parce que ça peut créer d'énormes problèmes de façon collatérale. Mais il est clair que si c'est l'armée nigérienne qui doit faire face, cette armée est-elle capable de faire face? C'est la première question. La deuxième question que je vous question, pose en même temps. n'oublions pas que quand le coup d'État s'est fait, le chef d'état-major des armées n'était pas d'accord avec le coup d'État. Oui. À un Mais certain c'est moment rallié même, après. ils avaient publié un communiqué disant aux gens d'arrêter leur comédie, sinon ils vont venir les attaquer. Ça, c'est ce qui est dit par la présidence. Pourquoi finalement ils ont suivi? Il faut se poser la question. Donc vous pensez Même que quand vous regardez le communiqué du chef d'état-major général des armées, il n'acquiesce pas véritablement. c'est pour éviter le bain du sang, Voilà. selon son communiqué. Ce n'est pas une acceptation du coup d'État, mais c'est pour éviter un affrontement entre la garde présidentielle et eux.
Ça, c'est différent de dire que je suis d'accord, il fallait faire le coup d'État et d'ajouter même des raisons pour faire le coup d'État. Est-ce qu'il y a cette cohésion au niveau de l'armée nigérienne? Et donc vous pensez Donc, qu'en cas d'intervention de la CEDEAO, l'armée risque de se désolidariser de la garde présidentielle? mais on peut le voir. On peut le voir au niveau de l'armée. Est-ce que les soldats nigériens sont prêts à mourir pour le général Tchani? C'est la question qu'il faut se poser. Une intervention militaire de la CEDEAO, comment s'organiserait-elle? Ben, je ne suis pas un stratège militaire. Ils ont dit qu'ils vont rassembler les chefs d'état-major Oui. généraux. Très certainement, ils vont savoir quelle stratégie ils vont utiliser pour aller libérer le président, parce que ça fera partie des priorités, puisque Oui. dans tous les communiqués, les gens le disent. Comment ils feront pour le remettre en place? Mais de plus en plus, dans tous nos pays, vous avez des forces spéciales qui ont été formées particulièrement à cause de la présence du terrorisme. Et il y a quand même une formation qui se fait de sorte que ces gens ont eu à travailler ensemble, puisque des structures essayent de faire en sorte que nos armées puissent collaborer ensemble et agir ensemble sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? Ils ne l'ont pas dit. Ils ne vont également pas le dire, puisque oui. d'un point de vue stratégique, si tu dis à l'adversaire comment je vais venir, par où je vais passer, très certainement, ça veut dire qu'il ne se passera rien. Mais moi, je me dis qu'il y a une pression psychologique très forte qu'ils ont voulu exercer sur les militaires du Niger et qui va marcher nécessairement parce que à l'heure où nous sommes, ils iront, ils n'iront pas. Personne ne peut donner la réponse puisque le délai n'est pas encore terminé. Quel regard portez-vous sur cette position de la CEDEAO de tenir dur face à ces coups d'État et d'envisager même un usage de la force? Je me dis que la CEDEAO est en train de vouloir sauver la face. Il ne faut pas regarder la chose sur une question du Niger seulement. Ce n'est pas une affaire du Niger. La CEDEAO est en train de sauver la face pour plusieurs raisons. Rappelez-vous que ce n'est pas avec le président du Nigeria, comme président en exercice de la CEDEAO, que le problème a été posé. Pendant que le président bissau-guinéen Mbalo était à la tête de la CEDEAO, il avait été dit qu'on va mettre en place une force pour lutter contre le terrorisme, mais on va mettre en place également une force pour lutter contre les coups d'État. Donc la CEDEAO était déjà dans cette perspective. Parce que ça aussi, il faut qu'on rétablisse les réalités historiques. Ce n'est pas la personne du président nigérien seulement. Maintenant, lui, il apporte son leadership par rapport à des décisions qui avaient déjà été prises pendant l'exercice précédent avec le président bissau-guinéen, où les gens avaient dit non, ça suffit, on ne peut pas laisser les gens continuer à faire des coups d'État comme ils veulent. Il va falloir intervenir contre ceux qui font des coups d'État. Est-ce que maintenant, ils ont considéré que, attendez, la CEDEAO est traînée dans la boue un peu partout, comme un chien méchant mais qui ne mord pas? Il faut que maintenant que la CEDEAO montre que c'est un chien qui est capable de mordre et de bien mordre sur la proie. Puisque ça va permettre à la CEDEAO, s'il parvenait à obliger les militaires nigériens à rendre le pouvoir, mais ça redonne de la crédibilité à la CEDEAO en tant que force au niveau de l'espace ouest africain. Et en ce moment, d'autres personnes qui seraient tentées également de faire des coups d'État se poseront la question 2 fois ou 3 fois plus avant de le faire. Mais ça engagera en même temps la CEDEAO à ce que les autres problèmes qu'on voit au niveau de la CEDEAO, la même détermination, quand il faut rétablir un chef d'État à son poste, qu'on voit la même détermination quand il faut régler les nombreux problèmes qui sont dans les pays membres de la CEDEAO. Et bien sûr, un des problèmes, c'est la question du terrorisme. Où il faut reconnaître que pour le moment, l'apport de la CEDEAO, à mon avis, n'est pas à la mesure du danger qui guette l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. Nous marquons la pause, puis je vous retrouve pour la suite des programmes.